Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ou nouveau podcast. Très content de vous retrouver pour parler de ce Real Madrid, parce que vous le savez, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus sur ce début de saison, un des thèmes les plus fascinants je trouve. Ce Real 2024-2025, tenu donc en échec à Majorque, en ouverture de cette saison de Liga. Ce Real, ouais, a beaucoup de potentiel, beaucoup de promesses, et aussi beaucoup de boulot. Un mauvais match donc, 12 tirs pour Majorque, 5 cadrés, pareil que le Real, ça finit un partout, mais Ancelotti l'a dit lui-même, c'est un match qu'on aurait pu perdre, clairement, il n'était pas content. Pas un buen partido, non, nous avons manqué d'équilibre, je ne suis pas satisfait du nul, on aurait pu faire mieux, on a besoin de plus d'attitude. On peut apprendre beaucoup de ce match parce qu'il semble clair d'où viennent les problèmes. Donc ça, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup intéressé, j'étais très chaud pour revoir ce match, c'est ce que j'ai fait donc pour le voir une première fois donc ce matin, et vous en faire une petite analyse. Le 11, c'était celui-ci, donc Vini, Kylian Mbappé, Rodrigo, Bellingham, le quatuor, le carré magique aligné, exactement le même 11 que contre l'Atalanta, avec aussi Tchouaméni et Valverde au milieu. Bon, très intéressant, parce que je pense beaucoup de choses à en ressortir. Et c'est ce qu'on va se faire aujourd'hui en se passant beaucoup d'images. J'identifie sur ce Real 3 déséquilibres à rectifier, qui posent en tout cas question. Ce premier, c'était bien sûr celui qui nous intéresse le plus depuis le début. On en avait parlé contre l'Atalanta. C'était le fameux studio parisien où les 4 superstars offensives du Real Madrid sont 4 droitiers qui gravitent beaucoup à gauche. Ça se jouait dans de petits périmètres. Est-ce que ça va être problématique cette saison ? Bon, il y a encore question, ça a encore un peu posé question contre Majorque, où on voit des séquences comme celle-ci, bien sûr, avec Jude, ok, passe vers l'avant, Rodrigo, Vini, Mbappé sur une toute petite parcelle, et ça semble intuitivement pas un bon équilibre de la largeur. Quand je vois Rodrigo qui lève la tête et qui cherche un partenaire second poteau pour aller jouer de l'autre côté, il y a tout un espace et il n'y a personne vraiment, à part une montée un peu tardive de Carvajal, qui est obligé de jouer vers l'arrière comme ça. C'est pas un bon développement offensif de cette action. Et on voit, les stats sont assez éloquentes à ce sujet. En fin de match, la Liga, j'aime bien les visuels qui sortent. 27 attaques totales pour le Real Madrid, 6 passent par la droite, 5 par l'axe, 16 sur le côté gauche. 16 sur le côté gauche. Donc ouais, effectivement, le 11 madrilène, c'était ça. Mais c'est vrai que souvent, on a un empilement des joueurs vers la gauche et il y a un déséquilibre assez clair sur la largeur. Maintenant, à quel point est-ce que c'est vraiment un problème ? Bon, je sais pas. J'ai vu aussi cette fluidité qui permettait de belles choses. Je vois par exemple là, quand ça écarte côté gauche sur Mbappé, il y a effectivement Jude qui est dans cette zone, il y a Vini, et même Rodrigo, il n'est pas du tout long de ligne à droite. Et pourtant, la proximité, l'entente naturelle qu'ils ont, on voit Ancelotti qui demande d'équilibrer un peu plus ou d'apporter du soutien. Bellingham va le faire, hop, la course là, ok. Pour l'instant, ils sont tous les 4 relativement bien positionnés, mais au fur et à mesure de l'action, hop, Jude qui joue sur Mbappé, ça revient intérieur. Finalement, les 4, ils se retrouvent effectivement dans ce tout petit périmètre. Et c'est Carvajal, là, autre côté, qui est celui qui fournit la largeur à droite. Donc on se retrouve dans cette position, mais ils ont tellement de talent, et individuellement, ils sont tellement fins, soyeux, que quand je vois Jude qui sort une super petite passe là pour Mbappé, qui contrôle semelle orientée tout de suite pour se mettre dans le sens du jeu, ok, interception de Majorque, mais tout de suite, la proximité justement de Rodrigo fait qu'il y a un ballon récupéré haut. Il y a de la contre-pression et il y a tout de suite un ballon récupéré haut dans cette surface de réparation. Donc finalement, c'est aussi ça que permet le fait d'avoir un quatuor où tout le monde est très proche l'un de l'autre comme ça. Ça combine super bien. Et la proximité naturelle fait que tu as toujours un gars pour aller venir harceler, étouffer, ballon récupéré, Vini, la petite passe magnifique pour Rodrigo, et il va aller enrouler de l'autre côté pour le but de l'ouverture du score. Donc le Real marque sur une action où on a les 4 qui sont bien proches l'un de l'autre, qui combinent, où tout le monde a touché la balle, et tout le monde des touches importantes. Ça pour moi, c'est ce que le Real peut faire de mieux. Et dans ce dernier tiers, je pense que le talent énorme de ce quatuor va permettre au Real de marquer des tonnes de buts. Donc, je sais pas si je suis si inquiet fondamentalement sur ce truc de équilibre sur la largeur. Pareil, j'ai vu des séquences du quatuor là où, encore une fois, quand ça joue côté droit, tout le monde gravite à fond côté ballon, et petite déviation magnifique de Mbappé là, de Jude ensuite en pleine surface pour Vinicius qui la remet en une touche pour Rodrigo,
Et tout ça, c'est superbe. Ça va se finir à la fin, si vous vous souvenez, cette séquence, hop, ça rejoue en pleine surface. Jude, hop, qui touche Vini. Ils se sentent. Il y a déjà un bon feeling, je trouve. Et ce centre en retrait, là, il est coupé par le gardien de Majorque. Mais sinon, c'est tête au second poteau, sans opposition, dans le but vide de Kylian Mbappé. Et ça fait 2-0 au bout de 35 minutes. Et peut-être on a un tout autre discours sur ce match. Ça passe à ça. Et c'était encore une belle séquence de classe dans la surface de réparation adverse. Donc, je vois des choses comme ça. Je ne sais pas si je suis si inquiet, en sachant qu'il y a encore de l'entente à trouver. Je vois des moments où Vinicius, qui est, je trouve, en grande forme, qui réussit des dribbles. Là, honnêtement, peut-être un Vini qui n'a pas un nouveau jouet, un nouveau coéquipier à servir, à mettre en confiance, bah, il va aller finir seul en 1 contre 1, il mange son vis-à-vis, et il y a quelque chose à faire, on l'a vu tellement de fois, en Champions aussi. Mais il va aller équilibrer un petit peu, finalement chercher Rodrigo autre côté, parce que peut-être qu'il y a Mbappé. Mbappé aussi fait pas tout de suite l'appel dans la petite profondeur, qui je pense peut être pertinent, même pour ouvrir un petit peu plus d'espace, attirer un défenseur, et ouvrir un petit peu plus d'espace à Rodrigo pour qu'il aille déclencher par exemple. Il fait tout de suite ce que Mbappé fait beaucoup, et parfois un peu trop, c'est vouloir la demander dans les pieds, faire plutôt un appel en retrait comme ça. Et ça marche pas super bien, ça se finit par une frappe un petit peu excentrée comme ça, mais ça montre, je trouve, qu'il y a encore une marge de progression, et les 3, les 4 ensemble, je pense, sont capables de belles choses. La fluidité que veut Carlo Ancelotti sur la phase offensive, je pense que c'est pas un trop gros problème. Peut-être qu'il faut mieux juste finir les actions, comme on a vu là avec Vini. D'ailleurs, j'ai bien aimé, on a vu une séquence qui est sortie au tunnel là à la mi-temps, Bellingham qui dit les 3 là, vous 3, quand vous êtes en situation de finir, il faut finir. Parce que faire les replis défensifs, c'est difficile. Au pire, tenter quelque chose, juste créer un petit décalage, un petit mètre d'espace. Ouais, il dit, au pire, juste créer un petit mètre d'espace et la finir tout seul. Je pense que c'est une situation typique comme celle-là, où il faut chercher le geste qui clôt l'action, quitte à être un peu moins collectif, mais pas facile quand tu as tellement de bonnes options avec lesquelles combiner aussi. Donc je pense une partie de trouver la bonne formule pour les avant-centres, pour les offensifs du Real, ça va être comment finir les actions, parfois de manière un petit peu plus simple, mais il y a tellement de talent, il y a un truc en football dans lequel je crois, c'est si tu as confiance en le talent, ils réussissent à trouver une solution à la fin. Ancelotti est clairement dans cette veine. Ce qu'il veut, c'est de l'équilibre, de la liberté, de la fluidité offensive. Donc ouais, ce truc de la largeur, je sais pas. Je pense que les problèmes offensifs du Real, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, ils viennent plus de Mbappé, il faut qu'il trouve un petit peu son flow, son rythme. Techniquement, je le trouve un peu emprunté. Il y a des moments comme ça où, par exemple, sur une contre-attaque, il y a beaucoup d'espace pour lui, c'est sa classique. Sa conduite de balle, il s'en mêle un petit peu les pinceaux, alors qu'il peut aller transmettre à Vini s'il le voit avant, si sa conduite est plus réussie, et c'est très dangereux. Là, c'est plus possible. Bon, derrière, il continue d'accélérer. En vrai, je pense qu'il aurait pu prendre une faute. Peut-être la faute, elle est en dehors de la surface, c'est peut-être pas penalty, mais ça n'a pas été donné du tout, alors que pour moi, c'est quand même assez clair qu'il y a quelque chose. Et donc, voilà, il peut faire mieux sur cette action. Il va faire mieux, je pense, au fur et à mesure, et techniquement, on a vu même contre l'Atalanta des moments où c'est encore un peu compliqué. Mais bon, c'est peut-être juste des débuts, et pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, c'est pas vraiment ça qui m'inquiète. J'ai vu aussi des moments où, quand Mbappé est un petit peu moins obsédé par toucher le ballon au pied en retrait, bah, ses appels, même dans la petite profondeur comme ça, sont très dangereux. Et la qualité de passe de Vini, la vision qu'il a, tu sens qu'il y a des étincelles. Tu sens que ça peut faire quelque chose de fort. Là, son centre pied gauche, il est magnifiquement bien mis, et c'est une grosse occasion là. Là, il le félicite. Pareil, en seconde période, Jude, quand t'as des gars comme ça qui tirent les ficelles, qui sont capables de mettre des ballons de cette qualité extérieure du pied, aussi dans la profondeur, mais parce que Mbappé peut demander dans cette profondeur et résister au duel face à des défenseurs, ouais, ça c'est super dangereux. Et au bout de ça, peut-être il peut servir Vini, et encore pas sûr, parce qu'à la fin il finit tout seul, et c'est encore une action très dangereuse, avec un bel arrêt du gardien en face. Donc voilà, moi je vois déjà des signes de promesses, du potentiel offensif, et la question de la largeur, on va voir, je pense qu'on va continuer de se la poser pendant encore pas mal de semaines, pas mal de mois, et on verra si c'est vraiment un problème. Mais bon, moi je me souviens la saison dernière, contre City, Vini, Rodri, les deux sur le même côté, ça posait pas particulièrement de problème, hein. Ça marchait super bien, le deuxième but du match,
pour le Real. Il était venu de ça, justement, de Vini qui lance Rodrigo dans la profondeur. Donc ouais, pas hyper inquiet peut-être par rapport à ça. J'ai écouté aussi l'interview d'Ancelotti sur le podcast de John Obi Mikel. Et il parle d'à quel point c'est important pour lui d'avoir cette mobilité du trio ou du quatuor offensif, couvrir toute la largeur. C'est pas chacun sa position fixe. Écoutons un petit peu ce qu'il dit. Where do you see him fitting in the team? Il parle de Mbappé là. I see him play in front. Devant, ok. And the front, the attack is quite wide. Ouais, le secteur offensif est très large, quoi. Pitch is 68 meters. Yeah. 68 mètres. We have to cover this 68 meters with the players in front. Donc voilà, les positions sont fluides. On doit couvrir cette largeur à plusieurs, mais il n'y a pas de rôle prédéfini. Et je crois qu'il le dit aussi un petit peu plus loin. I think the important key to have a good attacking play is the mobility of the players. La clé d'un secteur offensif qui fonctionne bien, c'est la mobilité des joueurs. So sometimes you can play on the left, sometimes you can play in the middle. Bellingham sometimes played on the left, sometimes played in the middle. Sometimes... Donc voilà, je pense à travers ça, on le savait déjà un peu, mais je suis pas certain que ce soit autant un problème que ce qu'on dise. Mais on va continuer de surveiller ce point du déséquilibre sur la largeur au fur et à mesure de la saison. Le point qui m'inquiète beaucoup plus, c'est le déséquilibre sur la longueur. Parce qu'il le dit aussi dans ce podcast. Non, pardon, c'est dans la conférence de presse. Tendons l'oreille. Que se decía antes, somos un equipo muy ofensivo. El equilibrio defensivo diviene una parte fundamental. Nous sommes une équipe très offensive. À partir de ce moment-là, l'équilibre défensif devient fondamental. Et effectivement, là, en phase, sans ballon, le Real dans ce 4-4-2, c'est un peu un 4-4-0. On voit des moments comme ça où les deux de devant sont totalement déchargés du travail défensif. Mbappé qui dit pourquoi est-ce qu'il n'y a personne là, Jude pas content non plus, mais trop facile pour Mallorca de progresser sur cette première phase. Là, encore une fois, cette séquence, elle m'intéresse beaucoup. On voit Vini qui dit pourquoi il n'y a personne là. Ça parle un petit peu avec Mbappé, mais bon, personne n'est très, très clairement concerné. Et ce 4-4-2, bon, il est extrêmement, extrêmement vulnérable. Ça peut aller renverser autre côté. Regardez à quel point le Real est coupé en deux. Très, très dangereux. Et au bout de cette action qui est vraiment... ça passe à rien du montant de Thibaut Courtois. Tout le monde qui se retourne. Jude, Eder Militao, Rudiger. En mode, les gars, qu'est-ce qu'on fait là ? On peut pas défendre comme ça. Notre défense haute, là, elle peut pas être aussi passive. Et ça a été un thème tout au long du match. Ou peut-être en particulier l'attitude générale est problématique. Je vois Vini une perte de balle ici, honnêtement il n'y a pas faute, mais il reste au sol tellement longtemps. Jude lui fait l'effort, c'est rien. Le tir est dangereux. Et pareil, on voit tout le monde qui se retourne en mode mec, ça va, relève-toi. On a besoin de tout le monde qui défend. Ouais, Jude particulièrement remonté sur cette action. Donc ouais, cette attitude, je pense, c'est celle dont parlait Ancelotti. Et ça a permis en général à Mallorca de progresser trop facilement. Là, il y a du jeu, hop, tout de suite. Le Real, encore une fois, coupé en deux. C'est une action dangereuse au bout. Jude, lui, revient, fait le travail. Ok, activité là. Heureusement que lui est là. Lui, c'est costaud. Mais sinon, ouais, je vois, regardez ce 4-4-2, les deux cadrent tellement pas le porteur. Ancelotti dit, prévient, ouais, mais à droite, il est tout seul, que c'est très facile pour Mallorca de progresser, d'aller jouer sur la droite. Et le 4-4-2, c'est vraiment un 4-4-0. Donc ouais, on le voit ici, ça rejoue intérieur, Jude qui dit pourquoi il n'y a pas de soutien. Et c'est tellement un 4-4-0 que les deux de devant, Mbappé et Vinicius, ici, non seulement ils couvrent pas du tout la largeur, ils bougent pas, mais en plus, ils se font facilement trancher. Entre les deux, cet intervalle, tu peux y aller toute la journée, quoi. Et c'est facile pour Mallorca de trouver son pivot, son joueur interligne là, bas, hop, les dardeurs, etc. se sont régalés, parce que trop facile de progresser comme ça. Ouais. Pareil, quand ça joue côté, tu peux tout de suite aller rejouer à l'intérieur, parce que les deux de devant, ça marche. Et leur stat défensive avancée, ça c'est Mbappé, ok, par rapport aux autres ailiers des 5 championnats majeurs sur les 3300 dernières minutes de compétition. Offensivement, rien à dire.
Défensivement, ouais, bah c'est ça quoi. Ça c'est Kylian. Et ça c'est Vinicius. C'est à peine mieux, mais bon, voilà, il y a très très peu de travail défensif. Si on compare par exemple à un Bellingham qui par rapport aux autres, voilà, c'est en comparant à la fois au milieu offensif et aux ailiers, donc c'est pas peut-être le plus représentatif, même si pour moi c'était presque un 9 même la saison dernière, mais lui son activité défensive, elle est vraiment toute autre. Et ouais, le fait d'avoir deux gars qui soient autant déchargés, autant de distance du coup entre la ligne de 4 là et les deux de devant, ouais, c'est problématique. Là, je vois des trucs comme à la récupération de Majorque. Il n'y a que Jude vraiment qui y va, qui va faire l'effort. Lui, il a vraiment beaucoup couru sur ce match. Et ouais, tout au long de l'action, hop, bah, même aller gagner, ça aurait dû être touche, je pense, pour lui, même si elle est donnée à Majorque là-dessus. Mais ouais, il y a tellement de séquences qu'il montre. Encore une fois, là, hop, ça joue. Ok, Jude, lui, fait un peu le travail, mais trop facile pour Majorque, hop, d'aller renverser côté opposé et de trouver le décalage simple. Ouais, ce Real défensivement c'était problématique et jusqu'à la fin de match, 86e minute, il y a une séquence comme ça où c'est du 2 contre 2 parce que personne ne se replie et ouais, s'il n'y a pas une grosse intervention de Militao là, potentiellement tu prends le but de la défaite dans les derniers instants. Donc ouais, difficile, même quand il y a du travail comme ça de Jude qui est, comme on a dit, hyper actif. 87e minute, il est encore là pour faire les efforts. Et bah le fait qu'il n'y ait personne derrière pour bonifier son activité, ça le frustre énormément. Il est dégoûté, il tape sur le sol. Alors, regardez l'attitude corporelle. Et Ancelotti qui dit « Allez les gars, il faut qu'on monte notre niveau d'énergie collectivement, qu'on défende, parce que sinon ça va pas le faire. » Et au bout de cette action, 87e minute, c'est un des mouvements les plus dangereux pour Majorque. Ils ont une double opportunité de marquer le 2-1. Ouais, c'est chaud. Et dans l'ensemble, comme on a dit, ça défend pas beaucoup. Là, je me souviens, regardez, Vini, Mbappé, ça joue par-dessus. Ancelotti qui dit, et j'ai la séquence, dommage, je l'ai plus, mais à l'audio, si on écoute le match, là, 51-12, on l'entend dire Vini, Vini, hurler comme ça. Et ouais, parce qu'il n'y a pas de repli. Et cette action-là qui amène le corner, bah, c'est de là que vient le but de l'égalisation pour Majorque. Avec en plus un marquage désastreux de Mbappé sur corner, ce qui est pour moi à la fois sa faute, parce qu'il lâche totalement Mouriki. Hop, c'est lui qui est sur lui là. Et à la fin, il s'en détache complètement. Il est au contact là, mais il le laisse finalement faire une tête sans opposition. Pour moi, c'est à la fois problème de Mbappé, de son attitude défensive, mais aussi c'est problème de la défense des coups de pied arrêtés du Real Madrid, parce qu'à aucun moment tu as envie de mettre Mbappé, qui n'est pas un bon joueur de tête, sur Mouriki, qui est un des meilleurs joueurs de tête du monde. C'est sûr qu'il y a un problème. Mais bon, comme on a dit, sinon, l'activité de Jude, elle peut être une des clés de ce déséquilibre sur la longueur. Comment le résoudre? Parce que lui, son travail, il n'y a rien à redire. D'ailleurs, je vous ai posé la question sur Twitter, donnez-moi votre prono. À la fin de cette saison, l'offensif le plus important du Real aura été. Et on a Vinicius qui est très loin devant. J'ai mis donc Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Vini à 66%, Mbappé 14%, le deuxième. Bellingham 3e à 11%. Et Rodrigo dernier à genre 7-8%. En vrai, moi je mettrais Bellingham, je pense. Entre ce qu'on a vu contre l'Atalanta, ce qu'on a vu là, ce qu'il fait avec ballon, sans ballon, s'il se blesse pas, pour moi, il y a personne qui est aussi important que lui. Et ouais, c'est franchement, lui, il continue de m'impressionner et continue d'être très très fort. Déséquilibre donc sur la largeur, peut-être. Sur la longueur, ouais, c'est sûr, et il faut y remédier. Déséquilibre sur la profondeur, troisième et dernier point, c'est juste pour dire la profondeur d'effectif du Real, je suis un peu circonspect parce qu'on a vu sur ce match, en l'absence de Toni Kroos, la phase de construction du Real, c'était un peu douteux. En l'absence de Camavinga aussi, qui s'est blessé pour un bon moment. En l'absence de Nacho, qui est parti, et de David Alaba qui devrait reprendre, mais que à partir d'octobre, je pense. Il manque beaucoup de monde derrière. Hein. Franchement, il y a un gros problème de profondeur. Derrière Militao et Rudiger, sans Alaba, il y a Vallejo, quoi. Tu peux mettre Tchouaméni défenseur central, mais comme en plus il n'y a plus Camavinga, ça fait aussi qu'au milieu, ça commence à être un petit peu léger. Et ouais, je me souviens, début de saison dernière,
on se disait, avec le départ de Benzema, est-ce que le Real va pas manquer un petit peu de qualité devant? En fait, t'as que Vinicius et Rodrigo en top joueurs offensifs. Bon, bah finalement, il y a Jude qui est devenu un 9 et ça a réglé un peu cette question. Mais maintenant, avec Alaba blessé, Nacho qui est parti, Kroos qui est parti à la retraite et Camavinga blessé, et Jude qui est devenu un offensif, et Mbappé qui est arrivé, Hendrick aussi, l'éclosion d'Arda Güler. En fait, je vois l'effectif du Real et je le trouve extrêmement déséquilibré sur la profondeur d'effectif, parce que derrière, il n'y a quasiment rien, alors que devant, t'empiles les pépites. Et pour gérer tous ces égos-là, quand je vois que des gars comme Brahim Diaz, Arda Güler, des top joueurs qui entrent qu'à la 87e minute, j'ai vu aussi que le 11 qui a été choisi là contre Majorque, c'est exactement le même que celui contre l'Atalanta, le fameux 11 de gala un peu de ce Real, ça semble être vraiment le 11 des titulaires. Bah, je crois que la saison dernière, Ancelotti a pas aligné le même 11 2 matchs de suite de toute la saison 2023-2024. Et là, les 2 premiers matchs de 2024-2025, c'est déjà le même 11, parce que c'est vrai, t'as ces stars-là, qui est-ce que tu fais sortir, quoi? Qui est-ce que tu mets sur le banc? Gérer ça va pas être facile. Et pourtant, il y a tellement de bons petits joueurs derrière, même un Hendrick, combien de temps de jeu il va avoir exactement. Et le secteur défensif, je le trouve vraiment léger. Donc sur la fin du mercato, je pense qu'une acquisition serait... Si tu peux prendre un joueur, un défenseur central expérimenté, qui coûte pas trop cher. À un moment, j'entendais parler de Mats Hummels ou Laporte ou des trucs comme ça. Ouais, je pense que c'est sans doute un truc à considérer. Donc ouais, c'est un peu ce que je dirais sur ce Real, qui a aussi un petit souci là. Est-ce que le Real Madrid 2024-2025, ça va marcher? Je trouve que c'est une des questions les plus fascinantes du début de saison, parce que comme on a dit, le potentiel est immense. Et on le voit sur pas mal de séquences, quand ça combine, il y a un vrai côté galactique. Ouais, c'est vrai. En même temps, on l'a montré, il y a des déséquilibres un peu partout, et beaucoup d'ego à gérer. Ça va demander un travail de précision, d'orfèvre de Carlo Ancelotti, qui est très spécial. Et j'ai trouvé une petite image là. La gardenia, apparemment, une fleur qui est réputée pour être une des plus... Moi, c'est pas du tout mon expertise, mais réputée pour être une des plus belles fleurs. En plus, elle a la couleur Real Madrid, donc parfait. Extrêmement belle, mais hyper fragile et dure à faire éclore. Demande beaucoup d'entretien, beaucoup de précision, la bonne inclinaison, le bon niveau d'ensoleillement, tout ça. Je suis pas du tout jardinier, mais peut-être que Carlo, lui, l'est. Peut-être que lui va trouver la recette, la formule. Il a tout au long de sa carrière réussi à sortir des solutions inattendues face à des problèmes très complexes. Il a dit apparemment qu'il a passé de mauvaises vacances parce qu'il se demandait où est-ce qu'il allait faire jouer tous ses super joueurs. Et bah ouais, je trouve ce début de saison est plutôt raccord à ses inquiétudes. Et après, c'est rien de dramatique pour l'instant. Il y a déjà un titre dans l'escarcelle, pas de défaite non plus. Mais ouais, ce match-là contre Majorque a montré beaucoup de choses intéressantes. Et on verra sur les prochains. Je crois ce week-end, là, ça joue Valladolid dimanche. Je sais pas qui ça joue la semaine d'après. Mais le Classico arrive dans pas trop longtemps non plus. Donc ouais. Il y a du travail pour ce Real, et ça va être absolument fascinant. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Comment vous sentez ce qui est un peu quand même une période de transition, mine de rien, en l'espace de pas si longtemps que ça, un peu plus d'1 an, un peu plus de 12 mois, et ben on a quand même Benzema qui est parti, Kroos qui est parti à la retraite, Modric qui est devenu un joueur de complément, un joueur de rotation. Ce Real, mine de rien, il a pas mal changé de visage sur les quelques dernières... la dernière période, quoi, la période récente. Donc ouais, c'est un moment intéressant, je trouve, pour ce très grand club. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine, ce sera sans doute en compagnie de mon bandit préféré. On se retrouve. Ça va être kiffant. Prenez soin de vous, les potes, et à bientôt. Bisous.